on va commencer avec la première intervention de Mylène Florentin qui vient avec une casquette bouclier bleu pour cette première intervention. Donc Mylène est diplômée du Master de conservation préventive de Paris 1. Elle est consultante en conservation préventive depuis 4 ans déjà. Elle intervient notamment sur des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage et elle s'est spécialisée, d'où sa présence aujourd'hui, notamment sur les plans de sauvegarde. Donc elle est également secrétaire de l'association Imprévu, qui est l'association des préventeurs et qui est une association assez partenaire de la FROA. Et donc aujourd'hui, sous la casquette associative du bouclier bleu. Tu préfères t'asseoir ou être debout? En tout cas, tu peux te mettre sur la deuxième chaise. Ça marche. Je passe avec cette télécommande et pas avec l'ordinateur. Okay. C'est comme ça t'arrange. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, ce matin, je vais me faire la voix du bouclier bleu et je vais me faire la voix aussi de Camille Aumont, qui est la nouvelle secrétaire générale du bouclier bleu et qui ne pouvait pas être présente ce matin. Donc, je suis adhérente du bouclier bleu depuis 2016 et je suis membre de la section Île-de-France. Donc, je ne suis pas vraiment habituée à présenter le bouclier bleu, donc je vais lire mes petites notes tout au long de la présentation. Mais au cours de cette présentation, vous en saurez plus sur le bouclier bleu international, sur sa création, ses enjeux et ses missions, sur le bouclier bleu France, ses actions dans un domaine large, et puis la vision globale du bouclier bleu sur les plans de sauvegarde. Donc pour introduire le bouclier bleu France, je vais vous présenter donc l'historique du Blue Shield international, la façon dont le bouclier bleu France vise à développer une culture du risque et dans tous les secteurs du patrimoine culturel, en intégrant la notion de patrimoine culturel auprès des acteurs du monde du risque également. Et également sa façon de susciter, d'encourager, d'accompagner et de promouvoir des actions de prévention et d'intervention d'urgence pour la protection du patrimoine culturel lors de sinistres ou de catastrophes naturelles. Donc je vais commencer par un rappel du contexte historique. Malheureusement, certaines parties de cette présentation feront écho avec notre actualité. Donc tout d'abord, il est important de souligner qu'en cas de situation de crise, la protection des personnes reste la priorité principale. Néanmoins, les conflits et les sinistres menacent également le patrimoine culturel. La destruction du patrimoine culturel en situation de crise n'est pas un phénomène récent. Ici, vous avez l'exemple de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Et il est évident qu'il existe un lien important entre les attaques contre les communautés et la destruction de leur patrimoine culturel. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à la création de l'ONU et de l'UNESCO, son agence dédiée à la culture, qui s'attache à établir un texte spécifique pour les biens culturels. Cela débouche donc en 1954 sur la Convention de La Haye, où 56 États étaient représentés, dont la France. Cette convention est le premier traité multilatéral portant sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé. Ce premier traité international dédié à la protection du patrimoine culturel implique également que le patrimoine culturel ayant subi des dommages suite à des catastrophes naturelles doit être protégé. Et pour faciliter la reconnaissance des biens culturels, la Convention de La Haye de 1954 stipule que les biens culturels peuvent être marqués avec l'emblème distinctif du bouclier bleu. Donc, pour certains, vous devez connaître ce petit logo parce que vous devez certainement l'utiliser dans vos réserves. Mais cet emblème distinctif du bouclier bleu est également apposé sur certains édifices pour les protéger de destruction et des exactions militaires. Il a une valeur similaire au drapeau de la Croix-Rouge. Donc, afin de promouvoir la protection du patrimoine culturel dans les situations de crise, un comité international du bouclier bleu est créé en 1996 par plusieurs comités qui sont listés ici. Au moment de la rédaction du deuxième protocole de la Convention de La Haye, qui a été rédigé en 1999, le bouclier bleu international est nommé en tant qu'organe consultatif reconnu par le comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la protection des biens culturels dans les conflits armés. Le bouclier bleu international a donc comme objectif de protéger le patrimoine des conséquences des conflits armés et des sinistres, de promouvoir la ratification de la Convention de La Haye et de ses protocoles, de faire émerger la prise en compte du patrimoine culturel dans les situations de crise,
de promouvoir et d'organiser des formations, on y reviendra tout à l'heure, de promouvoir l'engagement des communautés dans la protection des biens culturels et d'encourager la coopération des acteurs des situations de crise. Je passe sur ça. Donc, quelques exemples d'intervention du bouclier bleu international. Donc, le bouclier bleu est intervenu lors du sinistre à Cologne. Donc, ils ont participé à 2 missions de sauvetage. Il y avait 80 bénévoles du bouclier bleu mobilisés, dont 4 Français. Les interventions ont duré longtemps. Il y avait 2 km linéaires d'archives à traiter, puis 50 palettes de documents en grand format. Et en tout, sur ce sinistre, c'est 1800 bénévoles qui ont été mobilisés et 85% des fonds ont été sauvés. Le bouclier bleu est également intervenu à Haïti suite au séisme, donc sur 2 missions. Et le bouclier bleu a tenté de construire une arche du bouclier bleu, pour traiter les patrimoines sinistrés à Haïti. Et malheureusement, le projet a dû être abandonné à cause des conflits intérieurs à Haïti. Aujourd'hui, le Blue Shield International poursuit son objectif de protéger le patrimoine culturel et naturel, y compris immatériel, dans le cas de conflits armés ou de sinistres d'origine naturelle ou humaine. Il travaille avec les forces armées et les professionnels du patrimoine entier pour développer la compréhension des responsabilités des différentes parties sous la loi internationale. Ainsi, le Blue Shield International est devenu un partenaire officiel de l'OTAN et encourage chaque comité national à travailler avec les forces armées de son pays. Le bouclier bleu est un réseau de comités nationaux à travers le monde, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il existe 27 comités nationaux dans le monde et en 2020, 5 étaient en construction: le Mali, le Mozambique, le Niger, la Turquie et l'Ukraine. Le comité français du bouclier bleu, qui est renommé depuis 2019 le Bouclier bleu France, a été créé en 2001. Plusieurs institutions sont membres de droit de son conseil d'administration, donc tous les comités précités qui ont qui ont aidé à créer le Blue Shield International. Et comme dit au tout début de la présentation, et pour rappel, le bouclier bleu vise à sensibiliser, à former et collaborer avec le plus grand nombre de personnes de secteurs variés, pas que dans le secteur culturel, afin de promouvoir une coopération transversale entre ce secteur patrimonial et le monde du secours. Et vous le verrez, ce leitmotiv est renforcé avec la nouvelle présidence. Par ailleurs, le bouclier bleu vise à sensibiliser l'ensemble des acteurs à l'interconnexion entre les risques et le patrimoine culturel, et qui se décline en 2 grands points. Donc développer la culture du risque dans tous les secteurs du patrimoine culturel et développer la connaissance et l'intégration du patrimoine culturel dans le secteur de la gestion du risque. Malgré le fait qu'il y ait différents types de risques et qu'ils n'ont pas tous la même fréquence, ni le même impact sur le patrimoine culturel, le Bouclier bleu France a comme objectif la protection de tous les types de patrimoine contre l'ensemble des aléas naturels, puisque toutes les régions et tous les types de patrimoine sont touchés par des catastrophes. Quelques exemples de catastrophes. La destruction du pont de Mostar en Bosnie en 1993, les inondations de Florence en 1966, le tremblement de terre à Haïti en 2010, et puis plus récemment, l'incendie de Notre-Dame en avril 2019. Cette mémoire des sinistres est très importante à l'échelle nationale ou même à l'échelle de vos institutions pour la prévention en fait de ces risques et pour rappeler que malheureusement ces catastrophes arrivent. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, si vous suivez le Bouclier bleu France se fait le relais des sinistres marquants du patrimoine sur notre territoire et à l'international. Ces quelques exemples démontrent donc la vulnérabilité de notre patrimoine culturel et l'importance de sa protection, notamment parce qu'un bien culturel patrimonial n'est pas remplaçable et sa perte est irrémédiable. Sa valeur immatérielle fait partie constituante de l'identité d'un peuple et doit à ce titre être protégée en tant que bien national, collectif et commun.
Et dans le cadre de conflits ou de sinistres, le patrimoine culturel contribue à la résilience des populations, renforçant la capacité d'une population à rebondir après un traumatisme. Pour garantir une stratégie efficace, le bouclier bleu s'est donc donné plusieurs objectifs: sensibiliser le grand public et les professionnels du patrimoine, former les professionnels patrimoniaux à l'intervention en cas de sinistre, prévenir et anticiper, c'est-à-dire encourager à l'élaboration de toutes les mesures qui protègent le patrimoine culturel des effets des désastres, donc encourager à la réalisation de plans de sauvegarde, intervenir sur des sinistres pour sauver le patrimoine et mutualiser les forces et les compétences entre les spécialistes du secours et les spécialistes du patrimoine. Donc, en détail, sensibiliser le grand public, ça passe par l'organisation de journées d'études et de colloques, mais également à la participation aux Journées européennes du patrimoine en assurant des stands. Et prochainement, la section Île-de-France va également participer à la journée Plouf, qui est organisée par la préfecture de la police de Paris, qui est plutôt dédiée aux scolaires pour la prévention contre les inondations sur la région Île-de-France. Sensibiliser et informer le grand public, le Bouclier Bleu France le réalise également en publiant des guides de bonne pratique. Et je vais m'attarder sur le dernier guide qui a été publié sur rédiger son plan d'urgence dans des collections patrimoniales en 10 étapes. Et ces 10 étapes vont me permettre de faire le parallèle avec tous les sujets qui ont été abordés durant les workshops de l'AFROA pour préparer ces journées d'études. Donc la première étape, c'est lancer le projet de plan d'urgence au sein de son institution, ce qui n'est pas toujours facile quand on est seul au départ, mais le but, c'est de pouvoir sensibiliser l'ensemble des personnels pour en faire un projet d'établissement. La deuxième étape qui est très importante, c'est l'analyse des risques, donc identifier ces risques majeurs et analyser ces risques internes, et également dresser sa mémoire des sinistres, connaître et faire connaître et développer les dispositifs de prévention, entamer une démarche de collaboration locale, donc avec vos SDIS, avec la BSPP ou avec les élus. Donc cette étape est très importante. Connaître et faire connaître les dispositifs de prévision matérielle, donc pouvoir acquérir tout le matériel nécessaire à votre plan d'urgence et le faire connaître de l'ensemble de vos équipes. Définir la méthode de la réponse à l'urgence, préparer l'évacuation d'urgence, préparer les interventions de seconde phase, donc Anne-Laure en parlait tout à l'heure. Il est également très important de prévoir l'après-sinistre et les phases de rétablissement. Inclure le plan d'urgence dans la vie de l'établissement et de la collectivité, puisque une fois que votre plan d'urgence va être réalisé, le but, c'est qu'il ne pourrisse pas dans un tiroir, mais qu'il continue de vivre et donc d'être opérationnel. Et enfin, un dernier point, qui est le 10e, qui est un petit mémo sur le fait qu'il faut penser à compléter sa mémoire des sinistres dès qu'il se produit des sinistres au sein de votre institution. Donc, le bouclier bleu vise également à assurer la formation initiale et continue au sein de diverses universités et institutions et aider à la rédaction des plans d'urgence, en tout cas favoriser le développement des plans d'urgence au sein des diverses institutions. La formation passe par l'apprentissage d'une variété de compétences comme l'analyse des risques, les mesures de prévention et de prévision, les méthodes d'intervention d'urgence, les techniques de manipulation des biens sinistrés et des compétences générales de gestion de crise, mais également la gestion humaine en cas de crise. Afin de renforcer cette culture du risque que le bouclier bleu souhaite infuser auprès de tous, le bouclier bleu encourage donc à la rédaction des plans de sauvegarde au sein des établissements culturels, mais également à la mise en œuvre d'exercices pour pouvoir les tester, ces plans de sauvegarde. Et le bouclier bleu vend également des logos, donc j'en ai parlé au tout début, des logos là qui sont rétro-réfléchissants et qui peuvent être utilisés en réserve, ou des logos qui sont des petites étiquettes sans le logo qui peuvent également être utilisées en exposition. Donc le bouclier bleu France participe à sauver le patrimoine
et à aider à mutualiser les compétences et les connaissances entre différents types d'acteurs, donc comme je l'ai dit tout au long de l'intervention, entre les acteurs du patrimoine culturel et les acteurs du secours. Et à ce titre, le Bouclier Bleu France travaille avec les SDIS, avec la sécurité civile et la Croix-Rouge, par exemple en organisant des exercices de simulation de sinistres. L'approche du Bouclier Bleu se focalise donc sur 4 aspects: informer, intervenir, échanger et former. L'engagement du Bouclier Bleu pour protéger les biens culturels s'inscrit dans un contexte éthique énoncé dans la charte du Bouclier Bleu, dont vous retrouvez les termes ici. Et afin de mieux répondre aux problématiques locales, les activités du Bouclier Bleu reposent sur une forte contribution des sections locales. Donc comme pour la FROA, on fonctionne avec un CAO national, mais également avec les sections locales. Donc vous les voyez ici représentées sur la carte. Donc je vais commencer avec le Pigarmed, qui est notre section la plus active, qui a organisé récemment une journée de rencontres inter-SDIS. Donc là, c'était des journées qui étaient plutôt dédiées aux services de secours pour qu'ils puissent échanger justement sur leurs pratiques sur la sauvegarde du patrimoine culturel et donc échanger sur ce que chacun met en place au sein de ces SDIS, puisque souvent ce partage de connaissances entre les SDIS manque. Cette section Pigarmed a également relancé son groupe plan de sauvegarde, donc on attend de voir quel sera le prochain exercice organisé. Et puis ils organisent différentes journées plutôt informelles ou plus formelles, notamment une journée sur les moisissures. Donc c'était un atelier pour la gestion des contaminations d'archives qui a ramené pas mal de monde au sein de la section. D'autres sections sont également actives, comme Tarn-et-Aveyron, qui est intervenu suite à un dégât des eaux aux archives départementales du 81 et où Camille Aumont a pu aider pour utiliser la chambre 40 pour l'assèchement des collections. Et puis la section Atlantique a travaillé en partenariat avec les pompiers pour créer une berce de matériel. Et je finis avec la section Île-de-France, où lors du confinement, comme on s'ennuyait un petit peu, on a travaillé à distance, mais on a rédigé un petit guide sur la veille sanitaire, sûreté et sécurité en situation de confinement. Et puis en 2021, nous avons réalisé un exercice de gestion après sinistre, donc d'évacuation des collections après sinistre et de gestion des objets mouillés, et donc les premiers gestes à prodiguer à ces collections, le tri et le traitement de ces objets au sein du MAD avec les équipes de Florence Bertin que nous remercions. Donc il y a beaucoup de raisons pour rejoindre le Bouclier Bleu. Et l'une des priorités du projet associatif actuel est de rendre le Bouclier Bleu France plus opérationnel. Et d'ailleurs, il y a eu de nouvelles élections il y a 2 semaines, il me semble, où Marie Courcelot a été élue présidente du Bouclier Bleu. Donc Marie Courcelot est chargée de la conservation préventive au C2RMF et spécialisée dans les plans de sauvegarde. Et sa vice-présidente est Véronique Soublé, qui est colonelle du SDIS 33 et vice-présidente de la FNSPF. Donc le souhait du Bouclier Bleu, c'est vraiment ce rapprochement entre les personnes du patrimoine et le monde du secours, des pompiers, tout en renforçant le maillage territorial. Et donc un des principaux axes du Bouclier Bleu France sera de former très largement ses membres dans le cadre d'un parcours de formation. Et j'invite donc Marie à me rejoindre pour continuer. Elle va intervenir pour faire un point de situation sur le patrimoine en Ukraine. Bonjour à tous. Merci à la FROA de faire ce focus sur les plans de sauvegarde qui sont si importants pour la protection du patrimoine. Et merci à Mylène pour cette excellente présentation du Bouclier Bleu. Donc, comme vous le savez, le Bouclier Bleu et l'ensemble des organisations internationales et la communauté professionnelle sont aujourd'hui mobilisés et engagés pour soutenir l'Ukraine dans la protection de son patrimoine actuellement menacé. Pourquoi il est important de protéger le patrimoine en temps de guerre? Mylène vous en a parlé.
Il est quand même important aussi de préciser que, dans son sens large, la culture est un élément fondamental de l'identité d'un peuple et elle devient, comme le rappelle l'UNESCO, un levier de relèvement face à la crise et à la tragédie. Donc elle fédère, elle rassemble une communauté, un peuple, une nation pour l'aider à reprendre son destin en main, faisant le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Donc là, je cite l'UNESCO. Donc, cette question de la protection du patrimoine menacé en Ukraine, elle intervient dans un cadre de droit international qui est celui de la Convention de La Haye de 1954, dont Mylène vous a parlé. Ce qui veut dire que les choses se font à travers des règles qui doivent être respectées entre les États parties qui ont ratifié ce protocole, dont la Russie. Ce que ça signifie, aujourd'hui, ça veut dire qu'aucune intervention extérieure n'est possible pour la sauvegarde du patrimoine et que tous les efforts doivent être menés à l'intérieur, en Ukraine. Et donc, ça implique qu'une organisation internationale se crée à l'extérieur du pays. Donc, les risques principaux en cas de conflit, quels sont-ils? Le premier, ce sont des dommages collatéraux qui peuvent impacter le patrimoine. Le deuxième risque important, c'est le risque de pillage qui va alimenter le marché noir. Et enfin, le troisième risque majeur, c'est l'épuration culturelle avec la volonté programmée de destruction de l'identité d'une communauté ou d'un peuple. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'Ukraine? L'Ukraine, c'est 7 sites classés au patrimoine mondial, 17 sites inscrits sur la liste indicative de l'UNESCO, donc avec une importance patrimoniale évidente. Et concernant le bilan des premiers dommages ou destruction sur le patrimoine ukrainien. Donc on a mis un point d'interrogation évidemment parce que la situation est extrêmement mouvante et les informations nous arrivent chaque jour. Donc là, mon PowerPoint n'est déjà plus à jour. Donc simplement pour vous rappeler que très rapidement après le début du conflit, le musée d'Ivankiv, a été incendié, entraînant la destruction de 25 œuvres de l'artiste Maria Primachenko, qui était une artiste admirée par Picasso. La cathédrale de l'Ascension qui a été elle aussi bombardée. L'évacuation et la protection du patrimoine qui a commencé tout début mars. Et de manière beaucoup plus récente, la ville de Mariupol qui, comme vous le savez, a subi d'énormes dégâts et une destruction quasiment totale de la ville et qui a entraîné le bombardement et la destruction du musée, d'un des plus grands musées informatiques privés d'Ukraine. Donc à ce jour, on a 53 sites culturels qui ont été endommagés, d'après le premier rapport de l'Organisation des Nations Unies. Parmi ces sites figurent 29 sites religieux, 16 bâtiments historiques, 4 musées, 4 monuments, dont l'UNESCO a pu vérifier les dégâts par l'imagerie satellitaire. Et selon le porte-parole de l'UNESCO, cette liste n'est évidemment pas exhaustive et comme vous le savez, on essaie d'alimenter quasiment quotidiennement l'état et la liste des dégâts qui sont infligés à ce jour sur le patrimoine ukrainien. D'un point de vue géographique, 5 de ces sites se trouvent dans la région de Tcherniv, une ville qui a été pilonnée par l'armée russe et qui apparaît dans la liste indicative de l'UNESCO. 5 autres se situent dans la région de Kiev et 18 dans celle de Kharkiv, et également cible des bombardements. Voilà. Et les autres sites endommagés sont partagés entre les régions de Soumy, Jitomir, Zaporijjia, Donetsk et Louhansk. Alors, concernant les acteurs internationaux, donc vous les connaissez, le Blue Shield International, l'ICOM, l'ICOMOS, l'UNESCO, ALIPH, donc, qui est l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine en zone de conflit. Alors, petit point sur ALIPH pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, c'est une organisation qui est créée à Genève en 2017, qui tire son origine du rapport Martinez pour les 50 propositions pour la protection du patrimoine. Et qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine en temps de guerre.
Et donc l'acronyme, c'est la première lettre de l'alphabet en arabe. Donc le but d'Alif, c'est vraiment de se doter d'un fonds financier pour soutenir les projets de protection du patrimoine en zone de conflit. Une enveloppe de 2 millions d'euros a été mobilisée en soutien à l'Ukraine, dont 1 million ont déjà été dépensés dans 50 projets pour environ 60 musées, bibliothèques et archives, en finançant l'achat ou le transport de matériel de protection, des caisses en bois, des boîtes, des extincteurs, des couvertures anti-feu. Ils ont aussi financé 3 installations de stockage d'œuvres et la mise en place d'un système de surveillance et d'analyse des sites patrimoniaux. Donc déjà, la moitié de l'enveloppe a été utilisée à ces fins. Concernant les acteurs nationaux, vous les connaissez aussi, le Bouclier Bleu France, l'ICOM, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le ministère de la Culture et évidemment tous les établissements culturels, les archives, les musées, les bibliothèques dont vous faites partie et qui ont fortement contribué aussi à participer à l'acheminement de matériel en Ukraine, les transporteurs, Chenu, Artrans, LPR, etc. Et évidemment, je ne peux pas citer tout le monde, mais on a une pensée pour toutes les personnes qui ont participé, donné du temps, des moyens financiers, du matériel pour cette collecte et l'acheminement du matériel en Ukraine. Alors, concernant les actions, je vais vous parler des actions ici à court terme. Il faut avoir en tête que les actions dans le cadre d'un conflit, c'est des actions qui vont se faire en 3 phases. Des actions de court terme, celles que je vais vous citer. Des actions à moyen terme qui vont concerner l'évaluation des dommages. Donc là où il va falloir aller sur le terrain et faire cette évaluation pour pouvoir ensuite évaluer les besoins, les moyens nécessaires pour la 3e phase qui sera celle du long terme avec la partie restauration et relèvement. Donc dans les premières actions qui ont été engagées immédiatement, le Bouclier Bleu international a fait une déclaration au ministre de la Culture russe pour rappeler la Convention de La Haye. Donc ça, c'est vraiment le rôle du Bouclier Bleu et du Bouclier Bleu international de rappeler les règles concernant la protection du patrimoine en cas de conflit. L'UNESCO a ensuite fait une déclaration aussi, suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue contre l'agression russe en mars, tout début mars, suivie par les ministres européens de la Culture. Et en France, le Bouclier Bleu France a demandé au ministère de la Culture d'agir pour l'inscription des sites de la liste indicative de l'UNESCO pour qu'ils soient inscrits sur la liste du patrimoine mondial en danger. Donc cette déclaration et cette demande a été faite le 17 mars de cette année. Concernant la protection, donc là vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Probablement qu'on on vous présente pas un bilan exhaustif. Voilà, les initiatives sont extrêmement nombreuses et très nourries. Donc, concernant la protection, on a la création du SUCO, du Saving Ukraine Cultural Heritage Online, donc qui réunit les bibliothécaires, les archivistes, les chercheurs, les programmateurs dans un effort pour coordonner et identifier et archiver les sites à risque, le contenu numérique et les données des institutions culturelles ukrainiennes pour la sauvegarde numérique des archives ukrainiennes. Le ministère ukrainien de la Culture qui appelle à collecter les informations sur les sites du patrimoine culturel en Ukraine détruits ou endommagés par le conflit. Et l'UNESCO qui a renforcé ses mesures de surveillance et de marquage des sites patrimoniaux, et notamment sur un marquage qui passe par la pose de l'emblème du Bouclier Bleu sur des sites pouvant être menacés dans le cadre du conflit. Après, dans les actions qui ont suivi, celle des appels aux dons, avec un premier appel aux dons par la Pologne le 7 mars, les pompiers de la FNSPF qui ont lancé l'organisation Pompiers pour la paix avec un appel aux dons le 8 mars et un départ des premiers convois avec 15 engins et du matériel pour la lutte incendie le 12 mars. L'ICON de The Institute of Conservation à Londres qui a lancé un appel aux dons de matériel le 9 mars. L'ICOM Pologne qui est fortement mobilisé avec l'ICOM France qui a lancé un appel pour l'accueil des professionnels du patrimoine et des artistes le 16 mars. Et donc, qui a sollicité l'ICOM France et le Bouclier Bleu France pour la collecte du matériel à travers le don pour du matériel de protection. L'ICOM a donc créé une page Facebook et le Bouclier Bleu est là pour servir de relais et assister l'ICOM dans toute la logistique. À ce jour, 10 tonnes de matériel ont été collectées
3 convois sont prévus. Donc là, au moment où on a rédigé le PowerPoint, les choses ont déjà évolué. Donc il y a 3 convois qui sont prévus. Un qui a déjà été envoyé le 22 mars, un deuxième qui est prêt à être envoyé cette semaine, ou qui a peut-être déjà été envoyé hier, et un troisième qui sera envoyé dans les jours prochains. Donc on tient à saluer personnellement tous les acteurs qui ont participé à cette collecte, notamment Claire Léger du musée de la Résistance et de la Déportation à Toulouse, qui a centralisé tous les dons de la région Occitanie avant qu'ils soient centralisés à Paris dans les entrepôts de Chenu. Donc une véritable mobilisation de la communauté professionnelle, et je pense que beaucoup dans la salle ont contribué à cet effort et on les en remercie. Du matériel qui a aussi été livré par d'autres canaux, notamment par l'aide internationale à Lviv, et d'autres matériaux qui ont aussi été livrés donnés par le Fonds du patrimoine culturel de la République de Pologne à Kiev. Ensuite, les autres initiatives ont concerné justement la centralisation de toutes ces initiatives qui ont fleuri un peu partout. On va retrouver le site Nemo dans lequel vous pouvez consulter, qui centralise l'ensemble des initiatives pour la protection du patrimoine menacé. Donc Nemo, c'est le Network of European Museum Organizations. La création d'outils cartographiques pour l'évaluation des dommages suite au bombardement. Le ministère de la Culture français met en ligne un questionnaire pour recenser les initiatives et propositions d'aide à l'Ukraine. Donc ça, c'est tout récent et ça date du 18 mars. Un soutien à la culture ukrainienne avec le Louvre, Pompidou, la BNF qui se sont associés à Rouen pour créer un forum culturel avec tous les mercredis une conférence sur la culture ukrainienne pour continuer à faire vivre le patrimoine et la culture ukrainien. Le ministère de la Culture français qui a lancé un fonds de soutien d'1,3 million d'euros qui sont destinés à accueillir les artistes, les journalistes et les professionnels de la culture réfugiés en France. Et l'ANSIB organise le 5 avril, enfin a organisé le 5 avril, une table ronde sur l'Ukraine à Villeurbanne. Alors, pour finir, une dernière information qui nous est arrivée hier du ministère de la Culture, qui lance un appel pour collecter des caisses de transport avec des besoins qui sont spécifiques. Donc ça, c'est à la demande des musées ukrainiens qui ont besoin de caisses en bois de 120 sur 80 sur 50 ou de 100 sur 150. Donc vous pourrez le retrouver sur le Twitter du Bouclier Bleu. Et cet envoi sera acheminé par Alif. Donc concernant les contacts, le ministère de la Culture a créé des référents Ukraine dans les DRAC, donc vous pouvez contacter vos conseillers musées ou les référents Ukraine dans vos DRAC qui feront remonter les informations. La deadline, c'est le 11 avril et vous pouvez aussi contacter en messagerie privée le Bouclier Bleu pour vous donner des informations complémentaires. Donc évidemment, il y a encore plein de choses à dire sur le sujet. Si vous voulez, on peut très rapidement, pour vous situer le contexte, finir sur la Convention de La Haye. Pour vous dire où on en est à ce jour, la Convention de La Haye en 2020, c'est 129 États membres qui ont ratifié le traité. Elle exige en temps de paix, donc ça nous intéresse aussi fortement dans le cadre du colloque d'aujourd'hui, que les pays qui ont ratifié le traité adoptent des mesures de protection qui passent premièrement par l'inventaire, la préparation à l'évacuation des biens culturels, donc vraiment par la question du plan de sauvegarde, et la désignation des autorités compétentes responsables pour la sauvegarde des biens culturels. Donc en cas de conflit, qu'est-ce que ça implique pour les États qui ont ratifié la Convention de La Haye? C'est-à-dire qu'ils acceptent de s'abstenir de tout acte d'hostilité dirigé contre les biens culturels. Et ça implique, dans le cas d'un non-respect de ce traité, des sanctions pénales pour violation de la Convention. Et donc le dernier procès en date était lié au conflit au Mali et qui a induit 9 ans de prison pour un des membres affiliés d'Al-Qaïda après la destruction de mausolées et de mosquées au Mali. Voilà, donc aujourd'hui on en est là. Le but c'est que toutes les organisations internationales restent mobilisées. On le constate aujourd'hui, il y a eu vraiment un effort extrêmement incroyable de fédération autour de
du conflit et de la volonté de soutenir l'Ukraine dans la protection de son patrimoine. Et donc on remercie, évidemment, on vous remercie tous dans la salle, tous ceux qui ont participé et qui vont participer à cet effort. Et on reste mobilisés au bouclier bleu, ainsi qu'à l'ICOM France et à l'ICOMOS, enfin voilà, toutes les organisations internationales, pour participer. Donc n'hésitez pas à nous contacter autant que de besoin. Anne-Laure est la référente Ukraine pour le bouclier bleu, donc elle pourra aussi vous donner des informations complémentaires. Merci à tous. Merci mesdames.